Laurent, tu donnes des conférences en entreprise. J'ai eu la chance d'assister à une conférence que tu donnais sur l'évolution, le changement, entre autres. Et j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui est important, pourquoi il est important de changer finalement? Alors déjà, c'est vrai que dans les métiers des médias, on a subi dans les 20 dernières années pas mal de changements. Et à la limite, à cause ou grâce à la technologie, c'est nous qui avons subi les premiers changements. Je pense en premier à la musique, qui a été massivement piratée, mais parce que technologiquement, le digital a permis de le faire. Et le digital a vraiment été décisif en technologie pour la musique. Ensuite, juste après, pour le cinéma, et j'étais dans le cinéma. Et puis, troisième point pour la télévision. Aujourd'hui, on le voit bien avec Netflix. Et c'est trois univers dans lesquels j'ai vraiment énormément barboté, à savoir la musique, le cinéma et la télévision. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est des industries qui sont souvent constituées avec des gens relativement jeunes, plutôt technophiles, et qui ont une aptitude au changement qui est assez forte. Et malgré ça, on a tous pu constater qu'il y a eu des grandes difficultés. Aujourd'hui, la musique peine, après une vingtaine d'années, à s'en remettre. Le cinéma, je l'ai connu plus florissant. Quant à la télé, la vieille télé, le meuble qu'on a tous dans nos salles à manger, tout le monde nous explique, ce n'est pas mon opinion, mais tout le monde nous explique que la télé c'est quasiment mort. Alors, je pense que le meuble effectivement télévisuel, elle est sûrement mort, mais la télé en tant que telle n'est pas morte du tout. Néanmoins, dans des environnements comme ça, très bousculés technologiquement, il faut vraiment changer pour ne pas mourir. Et a priori, c'est des industries qui ont quand même réussi à changer assez rapidement. Maintenant, mon intervention, elle consiste à dire à tous les gens que je fréquente, attention, ce qui est arrivé aux industries du show business va arriver sans doute partout. Nous parlions il y a un quart d'heure ensemble des 5 ou 6 métiers qui allaient être massivement disruptés dans les 10 prochaines années. Et dedans, il y a quand même des métiers comme caissière, expert comptable, voire déménageur, aussi surprenant que ça puisse paraître. Le métier de la manutention également. Voilà. Donc, comptable, banquier dans la banque. Beaucoup de banquiers vont disparaître effectivement. Il paraît. Tu parlais justement dans la conférence à laquelle j'ai assisté de disruption. Donc peux-tu nous dire exactement ce qu'est la disruption? Donc la disruption, c'est un changement assorti d'une disparition. Il y a deux exemples extrêmement parlants. Le premier, c'est la voiture qui a complètement fait disparaître la diligence, en tout cas tout ce qui était hippomobile. Et puis le deuxième exemple qu'on connaît fort bien nous tous parce qu'on l'utilise, c'est Uber qui a quand même beaucoup disrupté, pas fait disparaître, mais enfin méchamment disrupté toute l'industrie des taxis, pour le plus grand bonheur de ma fille d'ailleurs et de beaucoup de nos enfants et de nous-mêmes. Néanmoins, quand vous êtes taxi, que vous avez acheté à Paris votre plaque 250 000 € et que ça vous arrive sur le coin de la figure, inutile de vous dire que vous êtes extrêmement mécontent et surtout extrêmement secoué. Et en termes de disruption, je pense aussi à Kodak, qui a quasiment disparu. Toute une ville que je connais, puisque j'ai eu la chance d'y travailler, c'est Rochester, a quasiment s'est écroulé complètement parce que Kodak, effectivement, a quasiment disparu. Alors ce qui est encore plus incroyable avec Kodak, et cette fameuse ville qui a disparu, c'est que Kodak avait inventé la photographie digitale. Mais ils ont eu une problématique qu'ont tous les gens, toutes les industries qui disruptent, c'est un choix qui est horrible à avoir à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, bien que ce soit l'avenir, je me concentre sur la nouvelle technologie et je me suicide sur l'autre? Et aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles savent que la voiture sans chauffeur et a priori un horizon de 10 ans, n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui les fait vivre et ce qui les salarie et ce qui les fait vivre, c'est la voiture avec chauffeur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors évidemment, le coup de génie, c'est d'arriver à faire les deux en même temps et puis de passer de l'un à l'autre au bon moment. Mais c'est très difficile pour les entreprises qui sont déjà existantes. Alors pour éviter la disruption, puisque dans ta conférence, tu disais qu'on allait tous connaître des moments de disruption. Au moins une personne sur deux parmi nous. Oui. Voilà. Est-ce que tu aurais des tuyaux, des astuces à donner pour éviter cela? C'est un peu le fond de ma conférence, c'est que plutôt que d'attendre ça comme on irait à l'abattoir, il y a vraiment des choses relativement simples. C'est presque dans le cadre de l'hygiène de vie. La première chose, c'est de s'obliger à penser des choses qu'on n'a pas envie de penser, c'est-à-dire
une fois par semaine, vous vous obligez à lire ou à regarder une pensée politique qui n'est pas la vôtre, une opinion qui est le contraire de la vôtre. Ça, c'est pas difficile. Si vous êtes de gauche, vous lisez un journal de droite un journal de gauche. Je vous fais pas un dessin, on sait lesquels ils sont. Et puis vous lisez ça correctement, et puis vous vous posez la question, est-ce que dans ce qu'il dit, il n'y a pas des choses vraies, bien que ce ne soient pas mes idées, est-ce que c'est pas quand même intéressant? Alors pourquoi j'oblige à faire ça? Parce que... En fait. Pardon? C'est d'être ouvert en fait. Surtout, pour être sincère, non mais ça énerve. Je vous cacherai pas que quand je lis un journal contraire à mes idées, ça m'énerve pendant 1h30. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça bouscule, et une des caractéristiques de la disruption, c'est la surprise. Et si une disruption vous arrive et que déjà vous vous dites attention, ça peut arriver, et ça peut même arriver par là, c'est déjà plus facile à avaler. Après, il y a plusieurs méthodes assez simples. C'est vrai que pour supporter la disruption, avoir une pensée créative un peu permanente, ça aide. Alors évidemment, il y a le sacro-saint brainstorming que tous les gens qui sont en entreprise connaissent très bien. Et puis il y a la pensée, moi quand je sèche un peu sur une idée nouvelle ou sur une conférence, je me dis par exemple, j'ai dû faire des dizaines d'émissions dans ma vie. Je me dis voilà, j'ai envie de faire une émission qui séduise les enfants, enfin les enfants de 12 à 14 ans, un dessin animé, quelque chose comme ça. Je me dis comment je peux imaginer l'émission qu'ils vont détester? Et ça, c'est de la pensée légèrement disruptive, c'est-à-dire imaginer le contraire de ce qu'on a envie d'imaginer. Mais des choses comme ça, des petites techniques très simples, il y en a pas mal, il y a même des livres consacrés à ça, sur la pensée disruptive. Et je pense que ça oblige quand même à sortir de la fameuse phrase très à la mode, la zone de confort. Mais c'est vrai que la disruption, en général, enfin moi quand je parle avec quelqu'un une demi-heure, je vois à peu près où il peut être disrupté. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le plus vieux métier du monde, auquel on ne s'attendait pas, la prostitution a été disruptée. Puisqu'évidemment, vous avez bien remarqué qu'il n'y a plus de prostituées dans les rues, aujourd'hui elles sont sur Internet. Donc le digital arrive à disrupter des choses qu'on ne pouvait pas soupçonner. Donc vous qui nous écoutez, ne vous dites pas, moi ça ne m'arrivera pas, parce que c'est pas vrai. Ça peut vraiment arriver à tout le monde, et c'est pas si grave que ça. Encore faut-il l'accepter assez rapidement. Pour ça, il y a le cycle du deuil de Kubler-Ross qui est très intéressant, que j'évoque aussi dans ma conférence. Il y a vraiment des techniques aujourd'hui qui permettent à des gens d'appréhender le changement et de le vivre franchement le moins mal possible. Il y a aussi se former. Oui, non mais ça... former en permanence. Oui. En tout cas, se former régulièrement, quoi. En permanence, c'est vrai que moi j'ai plus de 50 ans, il y a un âge en entreprise, en général c'est entre 40 et 45, où on considère que vous n'êtes plus digne d'être formé, et il faut lutter contre ça, et au contraire il faut se former, quitte à le payer de sa propre poche, il faut continuer à se former avec aujourd'hui les enseignements en ligne, les MOOC, etc. C'est beaucoup plus facile qu'avant, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un âge où il faut pas accepter de ne plus être formé, et en général c'est autour de 40 ans. Quand on devient presbyte, les entreprises commencent à moins vouloir vous former, et elles ont tort. Oui, c'est vrai. Presbyte, formez-vous. Donc là, tu t'adresses particulièrement aux plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Oui, mais oui. Oui, parce que jusqu'à 40 ans, on est formé. Il y a des trainings de formation. Oui, puis du jour au lendemain, tout d'un coup, vous n'êtes plus dedans. Et il faut refuser. Est-ce que tu aurais d'autres astuces pour aider au changement, pour aider à accompagner le changement? Je pense qu'il y a une astuce qui n'en est pas une, mais si vous avez la chance, en général, on a des âges où on a des ados dans notre entourage. Au-delà de la crise d'ado qui est toujours un moment un peu pénible, il faut quand même bien les observer parce que eux ils font pas exprès, ils font du Monsieur Jourdain, donc ils sont en général bien dans leur temps. Et j'avoue que j'avais plutôt bien suivi LinkedIn, Facebook, Instagram, c'est quand même grâce à mes ados que j'ai compris. Et puis aujourd'hui où il y a quasiment une nouvelle application et quasiment un réseau social à la mode tous les 6 mois, c'est important de leur parler, d'abord de s'intéresser à eux, mais surtout de s'intéresser à eux sans considérer comme nos parents pouvaient le faire que c'est une musique de sauvage ou que la bande dessinée c'est pas du livre. Je pense que c'est une génération pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qui a qui a autant à nous apprendre que nous avons à leur apprendre. C'est d'ailleurs une vraie problématique à gérer pour tous les enseignants. Donc profitez-en si vous avez des enfants entre 12 et 25 ans dans votre entourage. Parlez-leur, essayez de voir ce qu'ils font et déjà vous serez disrupté moins facilement. Très bien. Laurent? La suite à la conférence. Voilà, la suite à la conférence. Conférence donc le 24 janvier 2019 Merci. À Besançon. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.